Quel est ce phénomène, comme un phénomène d'habitude, qui fait qu'on a l'impression de rester dans le même corps mental? Et est-ce que ça ferait une différence si on est dans notre corps, on se baladait, puisque de toute façon, on n'est qu'une seule chose? Oui, c'est la mémoire sélective. C'est la mémoire sélective qui crée la notion de temps et qui crée la notion d'un passé personnel. Je me souviens d'un certain nombre d'événements de mon passé personnel. Lorsque je m'en souviens, c'est une pensée qui se présente, donc c'est une pensée présente. Mon passé personnel n'existe que sous la forme de pensée présente. N'est-ce pas? Et donc c'est ainsi que fonctionne le mental humain. C'est cette mémoire sélective, personnelle, qui crée une personnalité séparée. Alors, c'est intéressant. Une fois, je posais la question à mon maître, on était en train de marcher dans la nature, et je lui ai dit, vous dites que la conscience est universelle, que vous et moi, nous la partageons. Comment se fait-il que je n'ai pas accès à vos pensées? Et sa réponse, comment le savez-vous? Peut-être y avez-vous accès, vous avez oublié. En d'autres termes, vous voyez, nous identifions ce qui crée l'illusion d'être une conscience séparée, c'est le fait que nous nous souvenons de certains événements de notre passé. Donc, nous avons une mémoire qui fonctionne à travers la dimension temps, selon la dimension temps, une mémoire donc personnelle. Nous nous souvenons de ce qu'il y a passé, de ce qui s'est passé il y a 2 heures, mais nous n'avons pas accès à ce qui se passe à 5 mètres chez autrui, apparemment. Mais qui nous dit que nous n'avons pas accès? Ce qui nous fait dire que nous n'avons pas accès, c'est que nous ne nous en souvenons pas. Nous n'en avons pas conservé de mémoire lorsque nous sommes dans ce mental-ci. Alors l'argument est le suivant, c'est un peu... Mais suivez-moi bien. Si je vous demande, que faisiez-vous il y a 1 an, exactement à la même heure? Vous ne savez pas. Vous l'avez oublié, n'est-ce pas? D'accord? Donc, vous ne vous en souvenez pas. D'accord? Mais, bien que vous ne vous en souveniez pas, est-ce que, pour vous, c'était une conscience différente qui était le témoin de ce qui se passait il y a 1 an à la même heure, différente de celle qui entend ces mots en ce moment? Non. N'est-ce pas? C'était bien vous, le même jeu, la même conscience, qui, bien que vous n'ayez maintenant, bien que vous n'ayez aucune mémoire, vous arrivez à admettre que c'est bien le même jeu qui était présent il y a 1 an et qui est présent maintenant. Donc, vous admettez qu'à travers la dimension temporelle, le même jeu coiffe. C'est le même jeu qui s'étend comme un arc, en quelque sorte, qui plane au-dessus de la dimension temporelle. Pourquoi? Justement parce que vous avez ces moments de mémoire dont vous vous souvenez. Bien qu'entre ces moments de mémoire, il n'y en ait pas, mais ce sont comme les arches du pont, du viaduc, et donc vous dites, ok, d'accord, je ne me souviens pas de tout, mais puisque je me souviens de certaines choses, ça veut dire que j'étais présent tout le temps, dans ma vie, en tant que la conscience du même mental. Cette mémoire personnelle, cette notion de mémoire personnelle n'est pas cohérente avec
pas cohérent d'avoir une mémoire personnelle. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une chose est le mental est personnel. Le mental, l'idée d'un mental personnel, le mental est perçu, si vous voulez. Il est perçu, mais il n'est pas personnel. Il est personnel, il apparaît personnel à cause de la mémoire personnelle. Il apparaît. C'est un chien qui se prend la queue, là, parce que... Mais j'avais pas fini ma démonstration. Je suis désolé. Non, on va revenir à ça. Mais donc, vous voyez que, à travers le temps, nous n'avons pas d'objection à admettre que c'est la même conscience qui couvre le temps, chez un même individu. Par contre, nous avons des difficultés à admettre que c'est la même conscience qui couvre tous les individus, à travers l'espace, si vous voulez, à travers l'espace des individus, à travers l'espace des mentales, pas des mentaux, à travers l'espace des mentales, nous avons des difficultés à admettre. Pourquoi? Parce que là, nous n'avons absolument aucune mémoire. Je n'ai pas la mémoire de votre mental. Toutefois, ce n'est pas tout à fait vrai, car il y a des cas de télépathie, par exemple, qui sont justement des cas où il y a une petite arche du pont, et nous, notre mémoire personnelle, il y en a beaucoup, et que là, de temps en temps, dans la vie, il y a un événement qui se produit où nous avons un événement télépathique, ce qui montre que, là aussi quand même, c'est une même conscience qui plane au-dessus de nous tous, de même qu'elle plane pour nous, chacun de nous, au-dessus de notre vie dans le temps. Voilà. On revient maintenant à votre... Où on en était avec votre objection là? Non, c'est pas mon raison, c'est que j'arrive pas Non, mais... à ressentir ce que peut être une mémoire personnelle. Je la comprends, bien sûr, normal, mais comment avoir une mémoire personnelle et en même temps être cette conscience? Prenons prenons l'exemple. Ne faisons pas appel à la mémoire pour le moment, faisons appel au corps. Et vous avez eu des accidents dans votre passé. Vous êtes cassé une jambe, alors il y a une cicatrice là, puis vous êtes tombé de vélo, il y a une cicatrice au genou, etc. Donc il y a un certain nombre de marques dans le corps, sur le corps, qui témoignent d'événements passés. Parce que là, nous sommes d'accord. En fait, c'est une forme de mémoire. C'est une mémoire simplifiée que je décris, hein, la mémoire qui est inscrite dans le corps. Bon, le fait que ces cicatrices, qui témoignent d'événements passés, une dent qu'on a perdue, etc., soient perçues par la conscience, ne veut pas dire que la conscience soit dépendante de ces événements passés. Tout ce qui est perçu, d'une manière plus générale, tout ce qui est perçu par la conscience ne nous renseigne pas sur la conscience elle-même. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est un peu comme si l'image que j'utilise, c'est celle d'un astronome qui observe une planète au télescope. Et cet astronome prend des photos. Et donc ça, c'est ce qui est vu par l'astronome, n'est-ce pas? Et en regardant ces photos, on va savoir des choses sur la planète, mais ces photos vont rien nous dire sur l'âge ou sur le genre, l'âge ou le genre de l'astronome. N'est-ce pas? En d'autres termes, ce qui est perçu par l'astronome ne nous dit rien sur l'astronome. De la même manière, ce qui est perçu par la conscience ne nous dit rien sur la conscience. Puisque la conscience échappe au perçu, toujours, elle est toujours en arrière. Donc, en particulier, le fait que ce qui est perçu dans la conscience
la mémoire personnelle est limitée, ne veut pas dire que la conscience qui le perçoit soit limitée, c'est ça. C'est ça le point important. S'il y avait une seule chose à retenir, c'est ça, et à réfléchir dessus, c'est ça. Ce qui est perçu par la conscience ne nous dit rien sur la conscience. En particulier, le fait que ce qui est perçu par la conscience soit soumis au temps ou à l'espace ne veut pas dire que la conscience soit soumise au temps ou à l'espace. Que ce qui est perçu soit limité ne veut pas dire que la conscience, elle, soit limitée. Le mental est limité, le corps est limité, les deux sont d'accord, les deux sont perçus par la conscience. Ça ne veut pas dire que la conscience soit limitée. Cela est la réponse à votre partie de votre question. Je reviens avec la même discussion, c'est-à-dire la conscience est sélective. Il y a des souvenirs qui vont rester, d'autres qui vont s'évaporer. C'est la même chose pour les cicatrices sur le corps. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont se guérir et disparaître. Et alors? Non, c'est pas la conscience qui est responsable des cicatrices qui disparaissent. C'est ça. Pour revenir à la localité, la vue, si intervient pas la pensée, ça peut être complètement un. La pensée peut se séparer entre ce corps et le rideau, ou même ce corps, s'il n'y a pas la pensée, ce corps, le tapis. Moi, là où j'accroche et où j'ai du mal, j'ai entendu des réponses de vous, d'autres. La sensation, là, juste ici, maintenant, la sensation, je sens ce corps, je ne sens pas celui-là. Et même dans les moments, il y a eu des moments d'expansion, vraiment, là, sur l'esplanade, comme ça, où ça englobe pratiquement tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un centre à partir de cette expansion. Oui, moi j'ai du mal avec la localité là, et la sensation et le corps. La non-localité de la conscience et la sensation et même l'expansion à partir de cette localité. Okay. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, donc il y a plusieurs réponses. Il y a un premier argument qui a été dit, selon lequel, oui, je suis ce que je perçois, ben je suis mon corps parce que je le perçois, n'est-ce pas, par la sensation corporelle. Par contre, je ne perçois pas, par exemple, la douleur dans ce micro ou dans ce... Hein? Si j'ai bien compris, c'est un premier argument. Eh bien, cet argument, il y a bien des parties du corps qui ne sont pas perçues. Par exemple, votre cerveau. Le fait que vous... Alors, si on suivait cette logique, ça voulait dire je suis mon corps, mais je ne suis pas mon cerveau. Puisque je ne perçois pas le cerveau. Ce qui est quand même paradoxal, parce que, du point de vue matérialiste, si je suis une chose, je suis bien le cerveau, n'est-ce pas? Hein? Donc, cet argument ne tient pas. Mais donc, si je ne suis... Si le critère pour définir ce que je suis ne peut pas être un critère de distinction entre ce qui est perçu et ce qui n'est pas perçu, hein, c'est ce à quoi on arrive. Donc, je puis être autant le micro. Juste une petite objection. Quand on parle de perception, on parle de perception directe, c'est-à-dire les sensations visuelles, auditives, tactiles, olfactives. Et quand vous parlez du cerveau, il ne peut pas y avoir de perception directe, il peut y avoir que le savoir du cerveau. C'est pas du tout la même chose. Oui. Savoir et perception. Oui. Donc je peux comprendre ce qu'il dit, mais faire intervenir le cerveau dans vos démonstrations, c'est là où je la suis plus. Faites, prenez les ongles et les cheveux dans ce cas-là. Oui, d'accord. Prenez les ongles et les cheveux, ou prenez votre mâchoire sous anesthésie. Votre mâchoire sous anesthésie locale. Dans tous ces cas, vous ne les percevez pas. Je suis d'accord.
Donc ça ne veut pas dire que, mais quand même, vous ne viendrez pas à l'idée de dire je ne suis pas ma mâchoire, je ne suis pas. Donc cette idée d'être limité au corps est vraiment c'est une chose culturelle, l'identification au corps. La conscience, ça, c'est naturel. Ce qui ne veut pas dire que le corps ne soit pas séparé et limité, bien sûr, il faut bien s'entendre. Ce qui n'est pas limité et séparé, c'est la conscience. Alors, il y a un deuxième élément qui intervient, c'est quand vous faites allusion non plus à la sensation corporelle, mais à la perception externe. Et bien évidemment, la caméra qui est là, quand elle tourne autour de l'axe vertical, le paysage change. Et si je fais un tour de 360 degrés, je reviens au même point. Donc, de là, on pourrait conclure, ah oui, donc ce qui perçoit se trouve exactement sur l'axe de rotation de la caméra. Nous sommes d'accord. Le fait que si je tourne la tête comme ça, le paysage change. Donc ce qui perçoit doit se trouver exactement là. Alors là, prenons la démonstration plus loin. Imaginons qu'au lieu d'avoir notre tête, c'est une caméra comme ça. La caméra tourne effectivement. Et très loin d'ici, à New York, par webcast, on regarde sur un moniteur la scène se dérouler de la caméra qui tourne autour de cette pièce. Bien sûr, ce qui perçoit la scène n'est certainement pas sur l'axe de rotation de la caméra, c'est à New York. En d'autres termes, l'argument selon lequel la rotation autour de l'axe implique que ce qui perçoit est là est une fallacie, est fallacieux, puisqu'on le démontre avec l'exemple de la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être ailleurs et voir la même chose. C'est simplement la caméra. Et ça, bien sûr, la caméra, il n'y a pas de problème. La caméra, elle est localisée ici. Les yeux sont là, sur la tête, et c'est bien là que ça se passe. Et la caméra, elle tourne effectivement autour de cet axe. Ça, c'est pas en question. Mais ceux qui perçoivent les images de la caméra, ça, c'est une autre paire de manches. Et l'erreur que nous faisons est toujours la même, c'est l'identification de ce qui perçoit, la conscience, avec quelque chose de perçu, la tête, la caméra, l'objet. Et de là, nous tirons des conclusions enfantines, simplistes. Dans l'image dont il parlait, quand il y a une sensation d'expansion, il disait, j'ai l'impression qu'il y a encore un centre. C'est-à-dire que cette impression n'est qu'une pensée. Ben, il y a toujours le centre de la caméra, oui. Parce que le corps-esprit est quand même limité. Le corps-esprit. Et en fait, le corps mental, voilà. Le corps mental est limité. Et ce corps mental, il a aussi une personnalité qui est différente. Enfin, on a tous des personnalités différentes. Mais ce qui ne veut pas dire que la conscience est... Je crois que c'est ça souvent qui est la confusion. On est limité en tant que corps mental, mais pas en tant que conscience. Par rapport à la mémoire et la remémoration, je me posais la question, si le souvenir, la remémoration est un acte de conscience, une prise de conscience de soi, sachant qu'on est quand même contraction, une conscience contractée, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'individu qui ouvrirait pourrait avoir accès à des souvenirs justement qu'il n'a pas eu? Est-ce que tous ces souvenirs qu'on croit disparaître ne sont pas dans la conscience universelle? Le dent étant peut-être, entre guillemets, c'est une métaphore peut-être. Vous savez, est-ce que c'est pas toujours encore là, quoi? Il y a aussi la loi de l'entropie, hein. Il y a le second principe de la thermodynamique qui fait que... ce qu'il dit, c'est que l'information ne peut que se détruire dans un système isolé, quoi, avec le temps.
Hein. Je le vérifie en vieillissant. Je Où vieillis. sont ces souvenirs? Est-ce qu'ils ne sont pas toujours quelque part? Puisqu'on parle de conscience universelle. Oui, mais il ne faudrait pas identifier la conscience et la mémoire. Ce sont deux choses Mais non, différentes. non, c'est pas une identification. Je veux dire qu'un acte de mémoire, quand on parle de mémoire, on parle d'une conscience, un acte de conscience. Non, tout est acte de Eh oui, conscience. Tout est acte de conscience. Mais la disparition de quelque chose est aussi acte de conscience. Donc Mais ça disparaît vraiment. Ça disparaît pour l'individu. l'effacement de la mémoire est aussi un acte de conscience. Oui. Oui. La création et l'annihilation sont des actes de conscience. D'une certaine manière, la conscience est hors de l'espace et hors du temps. Elle crée le temps et l'espace en tant que de besoin, en quelque sorte. Quelque chose de plus illimité, puisque là tout à l'heure on parlait de conscience et d'espace et de temps. Ça c'est pour l'individu. Mais si on s'ouvre à des consciences beaucoup plus larges, si on fait l'hypothèse. L'espace et le temps, c'est pas que pour l'individu séparé. Si vous voulez, il y a la conscience, il y a la création des formes, on pourrait appeler ça Maya. Et ensuite, le niveau ultérieur, c'est l'ignorance. Maya et l'ignorance sont deux choses différentes. L'illusion du monde est une chose différente de l'illusion d'être une conscience séparée. On peut être libre de l'illusion d'être une conscience séparée, c'est la sagesse. Mais même dans la sagesse, on perçoit Maya. C'est-à-dire on perçoit le monde, on perçoit les formes. Et donc, l'exemple que j'utilise, c'est celui d'un enfant et son père qui vont voir autour de Noël la représentation du magicien. Et le magicien, il fait son tour et il y a la dame qui rentre dans la boîte et puis il prend sa scie égoïde et il scie la dame en deux. Et l'enfant tire le père par sa manche. Papa, fais quelque chose, appelle la police sur ton portable, il est en train de tuer la dame et le père, il rigole doucement. Le père et l'enfant voient exactement le même spectacle. Ils voient que la femme semble être coupée en morceaux, en deux. L'un rit parce qu'il sait que ça n'est pas vrai. L'autre a peur parce qu'il croit que c'est vrai. Dans cette image, en quelque sorte, l'enfant symbolise un être dans l'ignorance, le père symbolise un être dans la sagesse, et la représentation, le tour du magicien, symbolise Maya. Les deux voient la même chose. Les deux voient Maya. Maya a le même effet sur le père. Ils voient la même chose. Ils sont soumis à la magie du magicien, tous deux. La différence, c'est que l'un d'eux sait qu'il s'agit d'un tour de magie et donc il ne va pas appeler la police. Donc c'est la différence qu'il y a entre ignorance et Maya, l'illusion. En évoquant la conscience, comme on est en train de le faire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un danger à trop l'objectiver? Si, il y a un danger toujours. Mais c'est pour ça que je répète souvent que la conscience, c'est ce qui entend ces mots en ce moment même. Quoi que cela soit. Donc c'est un rappel à l'ordre, en quelque sorte. C'est un rappel à l'expérience de la conscience. Oui, il faut garder à l'esprit que la conscience ne peut pas être gardée à l'esprit.
l'état de témoin, il y a toujours un centre. La libération, c'est la disparition de ce centre. Ce que tu dis par l'état de témoin. Je vais retraduire ça. Dans l'état d'ignorance, il y a un faux centre, qui est un objet, auquel nous, conscience, nous nous identifions. C'est un objet perçu. Ça peut être le concept de moi, la pensée je, ça peut être une sensation, ou un ensemble de sensations qui jouent au ping-pong, qui se succèdent, et auxquelles nous sommes constamment attachés, sans répit en quelque sorte. Et à un certain moment, nous distinguons, nous comprenons la distinction entre tout objet perçu, que ce soit une pensée, une sensation, et la conscience qui le perçoit. Et nous comprenons que nous sommes la conscience et non pas l'objet perçu. Cela met en place un processus de désidentification qu'on appelle discrimination, viveka en sanskrit. Il y a un retour au fond de la conscience à elle-même. À sa position naturelle, qui est la paix. Dans sa position naturelle, la conscience se sait elle-même. Elle est hors d'atteinte, hors de danger, éternelle, tranquille, heureuse. Elle n'est pas affectée par les événements. De la même manière que l'écran n'est pas affecté par les scènes qui se déroulent dans le film.